Nous ouvrons donc le cycle de conférences et la première sera celle du Dr María Cristina Trujillo de Muñoz, mathématicienne, politologue, formée à la prestigieuse Université des Andes de Colombie. Elle dispose d'une grande expérience en termes d'enseignement et de recherche. Elle a occupé des postes de haute responsabilité dans différents ministères et différents services publics. Depuis 2010, elle est en charge de la coordination et de la formulation du projet de politique d'État d'attention intégrale de la petite enfance du gouvernement colombien. Elle est aujourd'hui haute conseillère à la présidence de la République pour la petite enfance. Et si vous me permettez, je dirais qu'il est à souligner que je pense que c'est le premier gouvernement du monde qui a créé une loi, qui a promulgué une loi, la loi du 2 août 2016, la loi 1804, à travers laquelle la petite enfance constitue une priorité d'État. C'est, je crois, une conception humaniste et extrêmement moderne qui suscite beaucoup d'espoir pour l'avenir. Merci. À Madame le Dr María Cristina Trujillo de Muñoz. Comme je vous le disais, c'est pour moi extrêmement important de me trouver ici pour présenter la politique de développement intégral de la petite enfance de cero a siempre, de zéro à toujours, littéralement. Il s'agit d'une approche intégrale pour le développement de l'enfance et pour garantir les droits des enfants en Colombie. Je vais, pour commencer, partager avec vous le contexte dans lequel nous avons créé cette politique. Comme beaucoup d'entre vous savent, et comme Madame la Première Dame l'a dit tout à l'heure, la Colombie est un pays riche en termes de diversité géographique, mais surtout en termes de diversité des gens qui le composent. La Colombie, dans cette grande diversité géographique que nous avons, 32 départements, 1101 municipalités et un district capital, une capitale. La population colombienne inclut quelques 15% de groupes ethniques, autochtones, afro-colombiens, roum, gitans, et quelques 68 langues autochtones sur l'ensemble du pays. À partir de l'ensemble des projections effectuées et du recensement effectué de la population colombienne, parmi les 48 millions d'habitants que compose le pays, 6 millions sont des enfants entre 0 et 6 ans, ce qui représente 12,5% de la population totale. Et voilà 7 ans, à notre arrivée, parmi tous les enfants de 0 à 5 ans, 56% vivaient dans des conditions de pauvreté et 23% dans des conditions d'extrême pauvreté. C'est dans ce cadre-là, et en nous appuyant sur des preuves scientifiques, économiques et sociales que nous avons vu émerger dans le monde, pour nous, créer la stratégie d'attention intégrale de zéro à toujours, qui aujourd'hui est une politique d'État, était une évidence et une priorité de l'agenda public de notre pays pour lutter contre la pauvreté et pour rechercher la justice et l'équité. Il est démontré que pour casser le cercle vicieux de la pauvreté intergénérationnelle, on doit investir pour garantir l'exercice plein des droits de la petite enfance. Beaucoup d'études nous ont montré que les interventions effectuées à cette époque-là de la vie auront des incidences profondes, aussi bien sur le développement présent et futur des enfants que sur l'ensemble du pays. Investir dans la petite enfance a un taux de retour social, c'est-à-dire social et économique, important, parce que ça a une incidence sur les conditions de santé, d'éducation, de nutrition et sur l'exercice même de la citoyenneté. C'est de cette manière que l'ensemble des investissements visant à améliorer l'attention sur les premières années de la vie réduisent le coût de l'application des droits
par la suite de la vie. Cet investissement est essentiel pour promouvoir le développement humain et pour reconnaître que les enfants sont des êtres humains à part entière avec des caractéristiques et des intérêts spécifiques. Ils sont divers, variés, ils ont des capacités, un potentiel propre et ils ont besoin d'une attention organisée autour d'eux, autour de leur territoire et au cours des lieux où ils vivent. Depuis la gestation, les enfants construisent le présent et la base de cet avenir que nous souhaitons pour eux, rempli de bonheur, d'amour, de réussite, de sécurité et du plein potentiel pour exercer leur citoyenneté. Mais cela dépend des conditions dans lesquelles ils se développent et des environnements dans lesquels leur vie se déroule pour que ceux-ci puissent favoriser leur potentiel et leurs capacités. Dans notre recherche de soutien universitaire, scientifique, économique, technique, nous avons eu la possibilité de nous rapprocher du professeur et prix Nobel de l'économie James Heckman, qui est devenu notre complice dès le départ de cet effort du gouvernement national pour instaurer en Colombie une politique publique de long cours, durable, qui cherche à casser la spirale de la pauvreté et qui reconnaisse, qui valorise et qui fête la diversité et qui puisse construire une nouvelle génération au bénéfice de l'ensemble des familles et du développement du pays. Heckman disait que l'apprentissage commence dès l'enfance, bien avant que commence l'éducation formelle, et il se poursuit tout au long de la vie. Donc, selon ce postulat, nous avons commencé à chercher un nom qui pourrait identifier nos actions et qui rassemblerait les Colombiens autour de la petite enfance. Nous avons donc choisi le nom de Cero a Siempre, de zéro à toujours. Nous avons considéré que c'était le nom le plus approprié, puisque depuis zéro, donc avant la gestation, nous devons octroyer les conditions nécessaires à une vie digne et à l'exercice plein des droits. Parce que développer son potentiel dès la petite enfance est la base solide qui permettra de se développer tout au long de la vie. Donc, c'est convaincu de cela et de l'importance de la petite enfance pour le gouvernement et pour le pays que le président de la République, Juan Manuel Santos, n'a pas hésité à donner la priorité à des actions spécifiques et de faciliter un investissement important dans le cadre de son plan national de développement 2010-2014, Prospérité pour tous, en insistant tout particulièrement sur la mise en œuvre de cette stratégie de zéro à toujours pour essayer d'aider intégralement le 1,2 million enfants qui vivent dans des conditions de vulnérabilité extrême. Donc c'est là que tout a commencé et l'idée c'était de se donner une cohérence en créant une commission qui permette justement d'articuler les efforts des institutions publiques autour des enfants pour que puisse naître de cette coordination une orientation technique, politique, stratégique pour atteindre l'objectif national de promotion du développement de l'enfance à travers une attention intégrale en se concentrant sur la petite enfance. Mais bon, il a fallu débattre, il a fallu réfléchir, il a fallu théoriser le concept de l'enfant et de son développement intégral. Nous comprenons que les enfants sont des êtres sociaux, singuliers, divers, et que chacun a son propre rythme de vie et de développement, que ce sont des sujets de droit actifs et des interlocuteurs valides lorsqu'il s'agit de leur propre développement. Et donc, nous sommes arrivés à l'accord que le développement de l'enfant n'est pas un processus linéaire, homogène, segmenté ou dimensionné. Non, nous partons du fait que les enfants sont un tout, sont des êtres intégraux. Et depuis ce postulat, donc, nous avons défini les conditions techniques, politiques, institutionnelles qui nous permettent d'avancer vers notre objectif, à savoir atteindre le développement intégral des enfants, des garçons et des filles. Nous considérions que les actions gouvernementales en la matière étaient désordonnées, avec plusieurs entités qui travaillaient de manière séparée et avec des objectifs différents. Et nous avons observé également à l'époque une multiplicité des programmes sans ordre ou structure coordonnée qui puissent permettre l'efficacité de ces mesures. Quant à la garantie des droits, il fallait également tenir compte des priorités institutionnelles et de la logique
stratégique de la démarche des différents services. Et en effet, c'est pour ça qu'il fallait une efficacité plus grande en ce sens de la part de l'État. Nous avons donc décidé qu'il était nécessaire de créer une commission intersectorielle pour la petite enfance, afin de créer une articulation, une architecture institutionnelle selon les objectifs des politiques et les concepts sous-jacents à cette politique. Et donc les entités qui travaillaient en faveur de la petite enfance ne devaient plus se voir comme des institutions indépendantes. Il fallait qu'elles mettent au cœur de leur action les enfants d'une façon holistique et donc travailler d'une façon coopérative, conjointe, articulée. Cette tâche de coordination n'a pas été simple. Il a fallu, bien entendu, dépasser certaines rivalités, certains égoïsmes, certaines méfiances. Nous avons donc repensé notre façon de travailler. Il a fallu remplacer cela par une nouvelle structure pour nous rapprocher, pour parvenir à des accords, négocier, avancer, décider d'une façon conjointe et transparente pour l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie. Sous la direction de la présidence de la République, avec la coordination de la conseillère présidentielle pour la petite enfance, que je suis maintenant, ce dont je m'honore, nous nous sommes donc assis autour d'une table pour voir comment il fallait concevoir la place des enfants au sein de la société, comment construire des politiques publiques avec des priorités et des grands axes appropriés, et comment mettre en place des soins et une attention holistique pour la petite enfance qui puisse favoriser son développement. Et dans tout ce travail intersectoriel, on a fait un grand inventaire des législations, des recherches, de la littérature, une analyse de ces actions fragmentaires, sectorielles qu'il y avait sur la petite enfance jusqu'à présent. Et nous ne voulons pas non plus méconnaître ou mépriser ce qui avait été fait par le passé. Nous l'avons évalué, nous l'avons pris en tant que point de départ pour améliorer, pour avancer d'une façon novatrice pour la gestion d'une politique publique qui est fondée sur la population et ses droits, où la diversité culturelle est conçue comme une richesse, comme un potentiel pour construire l'identité dès la petite enfance. Les droits des petits-enfants sont absolus, dirais-je. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas être laissés de côté. Il faut agir, il faut investir dès aujourd'hui pour les garantir. Et dans cette tâche, la famille, la société et l'État sont conjointement responsables. Ils doivent assurer les conditions nécessaires pour que les enfants puissent bénéficier d'une qualité de vie appropriée, adaptée, à savoir protection, soins, santé, nutrition, activités récréatives, éducation de base, depuis le moment de la gestation. Et une fois que l'on a créé cette commission intersectorielle pour la petite enfance, on a mis en place des actions fondées sur les axes de la Constitution. Nous sommes partis du concept de réalisation, de mission réalisée, avec l'horizon que le gouvernement a établi pour les droits des enfants. Nous avons défini 7 conditions nécessaires pour chaque enfant, pour leur présent d'enfance. Tout d'abord, qu'ils aient un père, une mère ou des personnes qui prennent soin d'eux, qui les accueillent et qui mettent en route des modèles pour les élever, pour leur éducation, de façon à favoriser leur épanouissement intégral, qu'ils puissent vivre et bénéficier de la meilleure santé possible, qu'ils puissent également avoir un état nutritionnel adéquat, qu'ils puissent grandir dans des environnements qui favorisent son développement ou leur développement, qu'ils puissent construire leur identité dans un cadre de diversité, que leurs sentiments, idées et opinions dans leur environnement quotidien soient pris en compte, qu'ils grandissent également dans des environnements qui favorisent leurs droits et l'exercice de leurs droits et qu'ils soient protégés contre les risques ou les vulnérabilités. Notre pays est pluriethnique et pluriculturel et donc le fait de créer une politique pour la petite enfance supposait ou impliquait le
le fait de construire d'une façon participative et concertée des soins consacrés aux enfants qui soient cohérents avec leur culture. Et c'est pour cela que nous avons toujours travaillé en collaboration avec les communautés autochtones, les Palenqueras, les Raizal, les Afro-Colombiens. On a donc reconnu les expressions de leur diversité, parmi lesquelles, bien entendu, se trouve leur diversité, leur identité culturelle et linguistique. Et il fallait donc favoriser l'identité de ces enfants et partir de là en tant que droit collectif qui favorise le développement de l'enfance. Dès les premières années du mandat du président Santos, nous avons travaillé de façon intersectorielle et nous avons créé les axes politiques, techniques et de gestion de la stratégie de Cero a Siempre. C'est donc notre feuille de route, c'est le document de base qui établit le cadre des politiques publiques pour la petite enfance. Nous avons également élaboré une feuille de route holistique de soins et d'attention pour la petite enfance. Et il s'agit donc là de l'instrument de gestion principal de la politique. Et donc, cette feuille de route met en contexte tous les soins dont ont besoin les enfants pour leur épanouissement intégral de l'âge de 0 à 6 ans. Alors là, on a établi des catégories d'âge avant la gestation elle-même, de la naissance au premier mois, depuis le premier mois jusqu'à 3 ans et de 3 à 6 ans d'âge. Donc cette feuille de route pour la petite enfance contribue à améliorer la qualité des interventions et elle guide également les actions des différents services qu'elles doivent mettre en place qu'ils doivent mettre en place dans les environnements de la vie des enfants et qui ont une priorité selon les politiques. Et ces espaces sont le foyer, l'environnement scolaire ou éducatif, l'environnement de santé et l'espace public lui-même. Donc, pour mettre en route cette politique et sa mise en œuvre, la Commission intersectorielle pour la petite enfance a établi 8 qualités ou conditions dont doivent bénéficier les enfants. C'est toujours le même système, la même politique, à savoir état civil, protection par la sécurité sociale générale, une famille qui a été formée à l'éducation et aux soins, qu'ils puissent également bénéficier d'une modalité d'éducation initiale avec des talents et des qualifications de leurs enseignants ou de leurs soignants, qu'ils puissent être vaccinés selon les nécessités de leur âge, qu'il y ait également des consultations quant à leur croissance et développement, suivi nutritionnel, accès à des collections de livres ou de contenus culturels spécifiques. Et donc, ces prestations et ces conditions sont garanties à tous les niveaux, institutionnels, familial, communautaire, dans les premières étapes de l'éducation. Et la littérature, justement, est l'une des activités centrales avec le jeu, l'exploration de l'environnement et l'art. Et tout ceci favorise des expériences qui sont centrales pour le développement des capacités pendant l'enfance et le long de toute la vie. Ce travail intersectoriel a permis à cette politique de Cero a Siempre l'occasion de définir 4 grands axes d'action et des objectifs principaux, à savoir tout d'abord gestion et raffermissement ou renforcement sur le plan territorial, qualité et pertinence des soins et des services, mobilisation sociale et participation importante, suivi, évaluation et gestion des connaissances. C'est donc là les principaux axes de la durabilité de la politique publique sur le plan national comme dans les différents territoires. Donc le gouvernement a beaucoup investi dans l'élaboration et le renforcement des politiques et de programmes sociaux et grâce à ça, nous sommes maintenant témoins des résultats. Les enquêtes nationales les plus récentes montrent que la Colombie a réussi à réduire les inégalités et le coefficient est passé de 0,56 à 0,51 depuis 7 ans, et également les problèmes de pauvreté multidimensionnelle. Il s'agit donc de 2 réalisations importantes de notre gouvernement lors des 7 années de son mandat.
Dans le cadre de tous ces efforts, nous trouvons également des politiques qui s'adressent donc à la petite enfance, avec la mise en œuvre de la politique de Cero a Siempre. Et nous savons que les résultats seront encore renforcés à plus long terme. Vous le savez peut-être, en mai 2016, le Parlement a voté à l'unanimité, a adopté à l'unanimité un projet de loi qui a fait de la stratégie de Cero a Siempre une politique d'État. Il a donc maintenant statut de politique d'État qui fait partie du plan décennal de l'éducation nationale. Donc, nous voyons que la confiance grandit, nous avons des alliés et des partenaires, nous pouvons dépasser des obstacles, nous obtenons des résultats, nous concrétisons ce rêve, à savoir des enfants qui bénéficient de tous les soins nécessaires pour parvenir à un développement complet. En effet, depuis 7 ans du mandat de président Santos, on a pu faire les investissements les plus importants que l'on ait jamais fait en faveur de la petite enfance dans toute l'histoire de la Colombie. 5 milliards de dollars ont été investis. Et par exemple, l'investissement annuel de cette année a triplé. L'investissement en 2010 atteignait 385 millions de dollars. En 2017, l'investissement s'élève à 1,4 milliard de dollars. C'est donc un énorme investissement, un très très grand effort qui témoigne bien de la priorité de la petite enfance, de la place qu'ils occupent dans l'agenda public en Colombie. Et donc la couverture a été améliorée, bien entendu, mais surtout la qualité des soins et des services à la petite enfance a énormément grandi. Début 2010, nous avons pu fournir des soins à 400 000 enfants. Maintenant, il y a plus de 1 million, 1,2 millions qui donc ont bénéficié des grands axes et des actions de cette politique de Cero a Siempre. Et donc, cette couverture atteignait en 2011 138 000 enfants des communautés autochtones ethniques et maintenant ils sont plus de 600 000. Et donc, avec la continuité du mandat du président Santos, notre objectif est devenu plus ambitieux. Et nous voulons maintenant toucher 1 350 000 enfants en 2018. Cela veut dire que chacun de ces enfants doit bénéficier de cette éducation initiale avec des enseignants ou des soignants qui aient un talent et une qualification, que les familles soient accompagnées avec 70% d'apport nutritionnel, qu'il y ait des projets pédagogiques adaptés à leur niveau de développement dans des conditions de reconnaissance et de valorisation de la diversité, avec également une démarche spécifique et adaptée pour les différents groupes. Je pourrais vous en parler bien plus longtemps. Tout ce que nous avons fait en matière d'action, de suivi, de mobilisation et de qualité. Mais je préfère aujourd'hui vous parler surtout du travail avec les différentes communautés ethniques autochtones. Je préfère vous parler de la tradition orale, du bilinguisme et du développement holistique de la petite enfance du point de vue culturel et de la diversité. La politique de Cero a Siempre s'est engagée depuis le début en faveur d'une perspective de diversité. Et cette démarche différenciée a été mise en place partout, depuis la gestion avec les territoires, les collectivités locales, la définition de soins spécifiques, la construction de grands centres de développement de l'enfance qui tient compte du regard de ces communautés. Je vais essayer de vous expliquer comment nous avons mis en route et avancé dans ce processus. Il s'agit donc d'un processus de développement d'infrastructures. Historiquement, il s'agit de projets qui étaient imposés par le pouvoir central. Et maintenant, tout ceci est mis en œuvre depuis le début, depuis les toutes premières étapes, avec les communautés, en coopération avec les communautés, depuis le moment de la construction jusqu'au moment de la mise en place et de l'utilisation. En 2011, le président Santos a investi 25
5 millions de dollars qui avaient été confisqués aux narcotrafiquants pour réduire le déficit d'infrastructures, pour pouvoir compter sur des infrastructures consacrées aux enfants les plus vulnérables. Nous avons mis en place un projet pilote qui a fait évoluer les concepts même d'infrastructures pour la petite enfance en Colombie. Un architecte très connu en Colombie, M. Salmona, a dit « construit un palais et les personnes vont le respecter comme tel ». C'est donc notre concept de construction, de mise en place des centres de développement d'enfance avec les enfants eux-mêmes et les communautés. Leur participation est la base de notre méthodologie pour mettre en place plus de 76 équipements dans le pays. Et le gouvernement a déjà mis en place 274 nouvelles infrastructures. En mai 2014, grâce à ce centre de développement de l'enfance à Villarrica, Cauca, nous avons également gagné 2 prix pour ce qui concerne la conception architecturale et l'infrastructure, le meilleur projet de 2014. Et donc, ceci nous a encouragés à continuer à chercher des stratégies qui puissent assurer la durabilité des infrastructures et de permettre aux communautés de s'approprier ces équipements. Il y a donc des mécanismes de participation qui impliquent les acteurs des secteurs publics et privés, également la coopération internationale et des acteurs des communautés dans la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de chacun de ces projets. Pendant la première étape, il y a donc des ateliers de conception participative avec toute la population. Là, il y a des chants, des dessins, des contes pour pouvoir percevoir comment fonctionne la vie dans cette communauté, quel est l'environnement, comment ils imaginent, comment ils conçoivent un espace pour les enfants de leur collectivité. Alors, l'équipe qui est chargée de ce programme donc reçoit, traite, analyse l'information et la traduit dans un avant-projet d'architecture. Dans la deuxième étape, il y a des ateliers de socialisation pour impliquer la communauté, l'informer, faire un retour d'information vis-à-vis d'eux. Dans le premier de ces ateliers, nous allons présenter, expliquer l'avant-projet architectural pour pouvoir incorporer des améliorations et des suggestions. Ensuite, il y a des ateliers pendant le début des chantiers, pendant la construction et également la livraison. Donc ces ateliers sociaux, pour ainsi dire, motivent la communauté. La communauté peut s'approprier les lieux, les utiliser et ressentir une responsabilité partagée. Et donc le projet peut être intégré à la vie quotidienne de la collectivité où il se trouve. Nous apportons donc de nouveaux modèles d'équipement pour les régions rurales. Nous menons tout un projet d'innovation car nous prenons en compte le contexte, l'environnement et la culture locale. Nous nous efforçons de comprendre, de bien intégrer les traditions locales du bâtiment, du bâti, identifier les ressources disponibles et les conditions environnementales pour intégrer des technologies durables, optimisant également la consommation d'eau et d'énergie. Chacun de ces projets a son propre charme, a sa propre histoire, également ses propres difficultés, et chacun de ces projets a des amis et des ennemis. Nous avons créé, par exemple, pour la communauté Kamensa à Sibundoy, pour les Indiens Wayuu, à Wampichi, à Oribia, pour la communauté de Saint-Basile à Palenque et à Maates, Bolivar, et également pour les victimes de la catastrophe du Tigre dans la vallée de Guamues, Putumayo. Là, il y a un centre également de développement de la petite enfance pour beaucoup d'autres collectivités locales également, collectivités locales vulnérables où il faut améliorer l'accès, les conditions, la vie de la petite enfance. Je vais prendre quelques instants pour vous montrer quelques images de ces projets d'équipement pour la petite enfance.
Je pourrais vous en montrer beaucoup plus, mais bien entendu, nous n'avons pas tout ce temps-là. Donc, la mise en place de ces équipements, de ces infrastructures avec les caractéristiques et les méthodologies que je viens de vous exposer est un élément novateur de nos politiques publiques et ce sera un élément clé pour la politique de la petite enfance avec une couverture universelle dans les zones rurales les plus éloignées, comme d'ailleurs il a été stipulé dans l'accord de paix qui a été signé il y a près d'un an. Mais pour nous, ce qui est décisif, c'est ce qui se passe à l'intérieur de chacun de ces centres. Les soins, les travaux, les interactions de qualité avec les enfants dans ces centres leur confèrent tout leur sens. C'est un contenu qui encourage le développement des enfants. Et c'est pour cela que nous avons travaillé pour que les communautés ethniques puissent avoir leur propre feuille de route spécifique selon leur vision du monde, leurs pratiques culturelles de soins et d'éducation des enfants et leurs environnements sacrés également, leurs lieux sacrés où les garçons et les filles apprennent leur culture. Maintenant, nous avons 14 communautés ethniques qui ont leur propre feuille de route dans 32 départements et dans 300 communes. Et là, il y a déjà des programmes de soins holistiques pour la petite enfance dans leur territoire sur la base d'une coopération technique qui est fournie par le gouvernement central en vue de la mise en œuvre de la politique de Cero a Siempre. Et à partir de ce travail avec les collectivités, on a vu qu'il était nécessaire de créer une modalité d'éducation initiale avec une pertinence ethnique et culturelle. Nous appelons ça la modalité spécifique et interculturelle de l'éducation initiale. C'est ainsi que l'on peut renforcer l'organisation des processus d'éducation et pouvoir assurer la pérennité culturelle dès la petite enfance. Donc, il faut tenir compte de la façon de voir le monde, la façon de penser de chacun des groupes ethniques, leur façon d'expliquer les choses, le monde, et leur façon d'entrer en rapport avec les autres, et la façon aussi dont ils conçoivent la petite enfance en leur culture. Nous avions un premier projet pilote qui touchait 3500 enfants. Maintenant, il y en a plus de 60 000 qui bénéficient de ces plans holistiques de façon pertinente, qui sont adaptés de façon pertinente à leur contexte. Je voudrais également vous parler de l'élaboration de contenu culturel spécifique pour la petite enfance, travail réalisé conjointement avec la ministre de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, l'Institut colombien du bien-être familial. Et la Colombie est devenue un pays exportateur de ces matériaux, de ces contenus dans toute la région. Nous parlons aujourd'hui de multiculturalité et de bilinguisme. Et c'est pour cela que je vais vous parler de cette expérience qui est exceptionnelle pour nous, qui a une énorme valeur culturelle. Nous avons remis près de 9 millions de livres pour les petits-enfants. Dans le cadre total de 20 millions dont parlait Madame la ministre, 9 millions sont destinés à la petite enfance. Nous les avons donc distribués dans tous nos centres de développement pour les enfants, dans les foyers communautaires, dans les bibliothèques et espaces publics, où l'on trouve des enfants de 0 à 6 ans. Nous avons également conçu, élaboré et produit 12 livres qui sont consacrés de façon spécifique à des communautés ethniques ou à des personnes avec des handicaps ou en situation de handicap. Et étant donné cette stratégie de pérennité des langues natives, des langues maternelles en voie d'extinction ou autochtones, nous avons également construit l'audiothèque qui s'appelle de Agua, Viento y Verdor, de l'eau, du vent, du verre. Là, nous avons des berceuses, des paysages sonores, des chants, d'autres éléments de la tradition orale des communautés autochtones de la Colombie. Chants, musique avec lesquels on berce les enfants depuis leur naissance, qui enrichissent la pédagogie de la petite enfance. Cela nous mène aux environnements naturels et acoustiques sonores qui accompagnent le développement des enfants dans notre pays. Ceci est le fruit d'une recherche sur les langues autochtones et les langues maternelles de la petite enfance pour avancer dans l'assurance des droits ou la garantie des droits culturels des enfants depuis leur gestation et également pour pouvoir contribuer à leur développement intégral. Ces pratiques artistiques et culturelles
peuvent donc raffermir, revitaliser la culture depuis la petite enfance, faire que les enfants puissent bénéficier, jouir de leur richesse culturelle, parler, raconter, nommer dans leur propre langue, et qu'ils puissent donc respecter les différentes façons d'être soignés et accueillis. Et enfin, je voudrais vous montrer un échantillon de l'audiothèque et de ses contenus. Ceci est un récit du peuple Kametsa de Putumayo qui exprime le respect des garçons et des filles pour leurs aînés. Traban mojabobin ajin wendoin traban mojabobin ajin wendoin traban pain jewan tanaka traban pain jewan tanaka asko kajen dumoy koksan asko kajen dumoy koksan Atretabanok tamo howaminyam Atretabanok tamo howaminyam Aslpaywakom mobasratiskan Aslpaywakom mobasratiskan Mobasratiskan Mobasratiskan. Muchas gracias. Merci beaucoup.